Bonjour. On va clarifier aujourd'hui le rôle de nos frontières internes, leurs nécessités, leurs limites, et puis, comme on l'a déjà vu, le rapport avec les symptômes qui nous arrivent. Alors, ce que je souhaite vous faire comprendre aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas de différence de nature entre les deux pratiques que j'enseigne, la thérapie brève self-inductive et la psychanalyse rêve éveillé. Toutes deux portent sur des questions identitaires. Par contre, s'il n'y a pas de différence de nature entre elles, il y a une différence de niveau. Et ceci explique la différence de temps nécessaire dans chacune des deux démarches. Thérapie brève, psychanalyse longue, comme on va le voir. Bon, tout d'abord, je rappelle quelque chose que je redirai plus en détail ultérieurement, à savoir, notre construction psychique s'est élaborée très progressivement au fil des années, entre l'enfance, l'adolescence et le début de l'âge adulte. Elle s'est élaborée en traversant de nombreux stades, de nombreuses angoisses, de nombreux tâtonnements, même si, une fois arrivés au but de l'instauration relativement stable de notre personnalité, nous avons plus ou moins oublié comment le chemin a parfois été terriblement difficile. Toutefois, les diverses embûches que nous avons rencontrées, les passages difficiles que nous avons traversés, laissent leurs traces en nous. Quand on a senti, enfant ou adolescent, au plus profond de nos tripes, l'angoisse de devenir fou, de partir en morceaux, de mourir, l'angoisse d'abandon ou de séparation ou autre, nous avons alors le désir de ne plus retomber là-dedans. Par conséquent, retenez bien ça, car nous y reviendrons et c'est un point très important, nous avons tous en nous-mêmes un désir de cohérence qui nous assurera une sécurité intérieure. Et pour établir cette cohérence, nous avons dû établir activement en nous-mêmes des espaces sécurisés, séparés les uns des autres, dans lesquels sont contenus tout ce qui nous remue trop, tout ce qui nous ébranle trop, tout ce qui nous paraît incompatible avec la personnalité de l'adulte que nous sommes devenus. Dr Jekyll et Mr Hyde ne se connaissent pas, ne sont pas en contact, ils sont séparés. Et lorsque Dr Jekyll est au pouvoir, alors Mr Hyde se trouve solidement tenu en prison, et vice-versa. Alors essayons de voir quelques-uns de ces espaces internes, ceux dont tout le monde a entendu parler, le conscient, le préconscient, l'inconscient. Évidemment, c'est une première simplification, mais telle qu'elle, déjà assez parlante. Prenons par exemple ce schéma, le conscient. Dans un commerce, c'est la boutique qui a pignon sur rue. En général, c'est propre et attirant, attractif, bien rangé. Dans un magasin de porcelaine, il n'est pas conseillé de déplacer les choses trop brusquement. Nous nous identifions à ce conscient, c'est notre boutique. Ils sont rangés, nos traits de caractère, nos valeurs officielles, les modes habituels de comportement, la vision que nous avons de nous-mêmes et des autres, etc. Tout cela est cohérent et présente sa propre spécificité. Un magasin de meubles ne présente pas les mêmes caractéristiques qu'une épicerie, par exemple, et chacun exige sa propre manière de s'organiser, bien sûr. Le conscient. Le préconscient, c'est l'arrière-boutique. Celle-ci est séparée par une porte, non accessible aux clients. Fréquemment, cette porte possède une glace sans teint qui permet de voir depuis l'arrière-boutique et seulement dans cette direction. Là sont entreposées souvent en désordre à la fois les marchandises en cours de préparation, à la fois celles qui ne sont pas présentes ou qui sont inadéquates. Dans cette pièce, le propriétaire passe du temps à empiler, à ranger et à préparer, ou parfois il rêvasse créativement à ce qu'il pourrait faire plus tard dans son magasin. Psychiquement, c'est un espace sas dans lequel s'élaborent silencieusement des idées en attente de formalisation, des vagues intuitions, des fantasmes, des sensations issues de l'inconscient, des parties psychiques refusées, les subpersonnalités reniées, et bien d'autres choses encore à base d'images et de symboles. Nous y reviendrons. Le préconscient. Enfin, encore derrière se situe le vaste espace dans lequel les fournisseurs de toutes sortes amènent le vrac, le frais, les animaux, etc. On y trouve aussi des stocks anciens qui datent de Mathusalem et toutes sortes de choses. C'est grouillant de vie, de bruits divers et variés, parfois de mort quand ces animaux sont tués.
Ça ne s'arrête jamais, c'est Rungis, c'est inconscient. Bon, ok, tout ça est très simpliste, mais une bonne image a le pouvoir de nous aider à mieux figurer les choses, mieux les représenter, mieux les comprendre. Donc résumons. Dans ce schéma, deux frontières identitaires sont en jeu. La première entre le préconscient et l'inconscient est celle qui sépare les parties de nous-mêmes qui ne colleraient pas avec la cohérence de notre identité. Il y a d'un côté, comme je l'ai indiqué dans la vidéo numéro 5, les subpersonnalités dominantes, conscientes et qui occupent le pouvoir, et les subpersonnalités reniées, contradictoires, minoritaires, interdites de reconnaissance ou d'expression. Cette frontière est semi-poreuse, car ces aspects refusés, je subodore parfois qu'ils pourraient être présents en moi, même si ça me révulse. Par exemple, clairement hétérosexuel dans mes goûts et mes choix, il peut m'arriver furtivement de sentir que des désirs homosexuels ne me sont pas tout à fait étrangers. Toutefois, je rejette violemment ces désirs internes. Si je rigidifie et que j'imperméabilise la frontière, alors j'exècre ce genre de désir et j'exècre les gens qui se les autorisent. En fait, nous le verrons, ce que je ne supporte pas chez l'autre, comme d'ailleurs ce que je trouve absolument admirable, renvoie à des aspects de moi-même avec lesquels je n'ai pas encore trouvé la bonne distance. Bref, cette frontière entre le conscient et le préconscient me rassure et me donne une cohérence. Mais la difficulté survient quand la frontière est remise en cause par certaines circonstances de la vie, ce qui arrive inévitablement. En fait, contrairement aux apparences, ce ne sont pas directement les circonstances qui viennent me mettre mal à l'aise et créer des symptômes, mais le fait que ces circonstances viennent stimuler en moi certaines parties interdites contre lesquelles je lutte. Je vous suggère de revoir pour cela la vidéo numéro 5 qui montre que les symptômes sont issus du conflit entre les subpersonnalités dominantes de l'équilibre antérieur avec les subpersonnalités auparavant interdites d'expression qui désormais poussent pour être entendues et pour changer l'équilibre habituel. Exemple. Un nouveau collègue suscite chez Madame M des désirs sexuels qui sont tous immédiatement refoulés, refusés, non perceptibles. Mais les symptômes qu'éprouve la patiente, mycose vaginale, refroidissement du désir envers son mari, malaise intérieur fort attribué à une cause extérieure, signalent qu'un conflit se passe à la frontière interne. Comment faire avec ça si on veut voir disparaître le symptôme ? Tout d'abord, reconnaître le désir interdit, et ceci ne peut se faire qu'avec une personne tierce non impliquée, et apprendre à trouver la juste distance avec lui, ainsi que le message dont il est porteur. En l'occurrence, un message supposant que désormais, un aspect plus libidinalement vivant doit être reconnu et intégré par cette femme, sans doute en l'investissant avec le mari ou le compagnon. En somme, un léger changement identitaire, puisque désormais apparaissent en magasin des marchandises nouvelles, soigneusement calibrées. C'est sur le front de l'évolution identitaire, je le rappelle, que se joue la sortie des symptômes, évolution identitaire permettant d'inclure des parties du psychisme autrefois interdites et donc inutilisables, et de déboucher ainsi sur de nouvelles capacités et une plus grande complexité psychique. Se reconnaître complexe avec des émotions qui semblent opposées et contradictoires en nous et apprendre à faire avec est un chemin de maturation. On pense par exemple à sœur Emmanuelle, la petite sœur des pauvres, au comportement magnifique, expliquant qu'elle s'était masturbée toute sa vie. Sa très haute spiritualité ne reniait pas ses désirs pulsionnels, corporels, tout en les canalisant d'une façon acceptable dans sa vie. Cela peut choquer, mais on peut aussi admirer cette capacité à tenir compte des divers aspects de ce qui exigeait d'être entendu en elle-même. Passons maintenant à la deuxième frontière, celle entre le préconscient et l'inconscient. Là, on rentre dans du nettement plus perturbant, car il s'agit d'aspects fortement interdits, refusés, violemment refoulés. Or, ces aspects font pression d'une manière constante, parce qu'ils sont moins dépendants des circonstances qui viendront les stimuler et les réveiller. Ils cherchent en permanence à s'exprimer, à s'actualiser, et ça peut se présenter dans notre vie comme des répétitions, comme si une sorte de destin nous conduisait à vivre des situations qui se ressemblent.
Si vous ne le sentez pas dans votre vie, vous pouvez l'observer chez certaines de vos connaissances. Succession d'échecs amoureux, par exemple, ou répétition d'une malchance qui semble la poursuivre, ou d'un type de maladie, etc. On a pu appeler ça la compulsion de répétition, et je vais mettre l'accent sur 4 points à ce propos. Premier point, tout d'abord, l'effet Zeigarnik, du nom d'une psychologue américaine d'origine russe, élève de Kurt Lewin. Elle a montré que le cerveau retient nettement plus intensément une tâche incomplète que complète, comme si nous avions en nous le désir de terminer les tâches incomplètes, les unfinished business, comme disent les Américains, et que du coup ce que nous avons mal vécu, mal compris, cherche à se terminer. Ce désir inconscient nous amènerait deux difficultés. Nous sommes plus habités que nous ne le pensons par tout ce qui n'a pas trouvé une fin satisfaisante, c'est-à-dire, en termes simples, le négatif réclame plus en nous-mêmes que le positif. Et deux, ceci nous conduira à installer inconsciemment dans notre vie les circonstances douloureuses dont nous sommes porteurs à notre insu avec l'attente de les revivre, les remettre en scène et en jeu, de façon à les terminer cette fois-ci de manière satisfaisante. Plein de circonstances de notre vie, incompréhensiblement présentes et sources de douleur, sont issues de ce mécanisme. On remet en scène ce qu'on voudrait voir inconsciemment se terminer d'une façon nouvelle et satisfaisante. En voici quelques exemples. Mettons que cette jeune fille a eu un père froid et distant. Son désir d'amour a été douloureusement insatisfait. Devenue jeune femme, elle va être particulièrement attirée par ce qu'elle appellera le charme des beaux ténébreux, en l'occurrence des hommes froids et distants, qui présentent à ses yeux un attrait puissant. D'autres hommes proches et chaleureux ne sont pas très intéressants à ses yeux et ne suscitent pas son désir. En somme, comme si ça disait « Je vais remettre en scène une relation d'amour avec un père froid et distant, mais cette fois-ci, ça va se terminer enfin autrement. » Les premiers temps de cet amour seront tellement merveilleux pour elle, puisque le partenaire froid et distant se montrera chaud et proche. C'est la magie de la lune de miel. Mais bien sûr, cet homme ne s'est pas bâti par hasard sur ce mode froid et distant, et peu à peu il va retrouver ce qui est son identité, entre guillemets, et donc pour la femme dont nous parlons, le rejeu va se terminer de la même manière, la confirmant dans sa douleur du manque, en attendant peut-être de tomber amoureuse d'un autre homme, froid et distant. Nous trouverons ces répétitions douloureuses dans un grand nombre de cas. Telle personne a été abusée dans son enfance et une fois adulte, elle se retrouvera comme par hasard dans des situations où l'autre abuse d'elle. Pas forcément sexuellement, mais ce qui a été inscrit en elle, je n'ai pas le droit ou je n'ai pas les moyens de poser des limites à l'autre, va se rejouer dans ces interactions, avec l'ardente attente inconsciente qu'un jour ça se termine autrement. Telle autre personne abandonnée dans son enfance va vivre dans son âge adulte des abandons, des amours qui ne marchent pas, etc. En somme, comme si nous étions porteurs de schémas de vie et de comportement qui orientent notre destin. Je ferai une vidéo sur la question des schémas. Nous pouvons leur être soumis et les répéter inconsciemment, comme dans les exemples que je viens de donner, ou bien au contraire, obstinément en prendre le contre-pied. Mais même dans ce dernier cas, nous adoptons des attitudes et des comportements qui sont encore orientés en fonction de ce schéma. Prendre le contre-pied de quelque chose, ce n'est pas vraiment s'en libérer. Après l'effet Zeigarnik et la compulsion de répétition, avec ces jeux inconscients que nous activons dans notre vie adulte dans l'espoir de les terminer autrement, une autre chose qui nous plombe, ce sont les empreintes qui conditionnent notre vision du monde. Un exemple. J'ai constaté souvent le cas suivant. Des personnes avaient subi des tentatives d'avortement quand leur mère était enceinte d'elles, et une fois adultes, les deux conséquences les plus fréquentes en étaient « je n'ai pas le droit de vivre vraiment », ni par conséquent de savourer l'existence, je suis attiré par la mort et le morbide, une sorte de déficit dans le simple droit de vivre, ou bien je vis en regardant les autres comme si j'étais derrière une vitre, ou comme si j'étais une sorte d'extraterrestre débarqué ici, mais ne partageant pas vraiment la même vie qu'eux.
Bien sûr, on pourra trouver cette configuration dans d'autres cas, mais je l'ai vu très souvent dans cette sorte d'empreinte de base. Ce qui me fait penser aux contes de fées. Ils se sont transmis de génération en génération car ils sont porteurs de vérités psychiques, comme l'a montré Bruno Bettelheim. Et le thème de la sorcière déposant une malédiction sur le bébé qui vient de naître peut faire penser à beaucoup d'entre nous, plus ou moins porteurs d'une empreinte négative de cet ordre. Bon, je reviendrai sur le thème de l'empreinte. Là, dans cette vidéo, peut-être un peu aride, je trace surtout les grandes lignes. Troisièmement, toujours dans ce qui habite notre inconscient et que nous contenons avec beaucoup de force pour que ça ne surgisse pas, on va trouver aussi des vécus bizarres, déstructurants, un peu fous. C'est que nous sommes tous passés par des vécus de cet ordre avant d'avoir structuré un contenant psychique solide, fonctionnel. Confère la vidéo numéro 7 sur la question du contenant psychique. Nous avons traversé des expériences affolantes. Par exemple, avant que la séparation entre le dedans et le dehors soit bien établie. On peut voir les traces de ces vécus dans ce qui se passe dans la folie en psychiatrie. Des voix, supposées extérieures, qui sont en fait des pensées intérieures, des hallucinations, des apparitions, etc. Plein d'expériences étranges qui peuvent parfois nous arriver à l'âge adulte sont liées à la pression de ces vécus archaïques, enfouis au plus profond de nous. Même s'ils ont été contrôlés, dépassés, intégrés, en particulier par notre créativité, ils restent vivants quelque part en nous, comme d'ailleurs tout ce que nous avons vécu, traversé, puis oublié, mais qui reste là. En somme, ce n'est pas tout à fait pour rien que de grandes angoisses nous habitent parfois, celle de mourir ou celle de devenir fou. C'est en effet car certaines périodes de notre vie, plus particulièrement dans la toute petite enfance, nous nous sommes sentis quasiment mourir. Ce que les psychanalystes dénomment des agonies primitives, ou quasiment devenir fou, dans une perte de repères très angoissante. Ça me rappelle le titre d'un livre, « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Retenez ceci. Ce que nous craignons fortement de voir nous arriver dans le futur, mourir, devenir fou, être agressé, être abandonné, etc., c'est quelque chose que nous avons déjà vécu dans le passé. De ce fait, dénouer le passé libère notre avenir. Bref, nous avons été obligés de nous bâtir en dépassant, excluant, muselant certains vécus, et ceux-ci sont désormais interdits d'expression en nous-mêmes. Par exemple, pensez à cette émotion caractéristique que nous ressentons en présence d'une personne à structure psychotique, psychiatrique. Il s'agit typiquement d'une sorte d'effroi. Et comme toujours, cet effroi est dû au fait que cela réveille en nous des vécus similaires inconscients, refusés de toutes les manières possibles, et l'effroi signale ce danger dans notre frontière interne. Quatrième et dernier point, la question des pressions pulsionnelles. C'est une question délicate, car les pulsions en nous, par exemple la pulsion sexuelle ou la pulsion agressive, présentent un intérêt vital. Mais en même temps, elles doivent être absolument contenues dans un espace acceptable socialement. Sentir du désir sexuel est légitime et bon. Avoir la puissante pression du désir de violer est tout au contraire illégitime et destructeur, tant pour soi que pour l'autre. Mais il s'agit de la même base pulsionnelle, ce qui suppose donc une gestion précise de cette pression interne. À noter que le préconscient, assurant sa fonction de sas entre l'inconscient et le conscient, va mettre en fantasme, en image, cette pression lorsque celle-ci est trop forte et qu'elle cherche à traverser la frontière. Or, le fantasme, ce n'est pas le passage à l'acte, mais comme toujours pour les fantasmes, une sorte de message interne symbolique sur ce qui se passe en nous. Message qui nous invite à prendre position vis-à-vis de ce qui monte. Soit pour transformer cette pression pulsionnelle en un jeu érotique, par exemple, dominant-dominé, jeu consenti et partagé avec le ou la partenaire, soit pour l'interdire, la stopper, la dériver sur quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Le désir de tuer l'autre ou de le couper en morceaux n'est pas acceptable et doit strictement être contenu. Mais sa sublimation consiste à lui donner une forme éthiquement et socialement acceptable, détoxiquée. Un chirurgien découpe le corps de l'autre, mais c'est dans un noble but, par exemple. Je m'excuse envers les chirurgiens ou d'ailleurs aussi envers les charcutiers et les bouchers, la violence est très bien canalisée par cette sublimation.
Bref, nous avons aussi, issu des profondeurs, cette pression pulsionnelle avec laquelle nous devons composer. Sur la fin de sa vie, Freud les représentait en Eros, pulsion de vie, et Thanatos, pulsion de mort, comme je l'ai exposé dans une vidéo à ce propos. Or, parfois, Thanatos, cette force de mort, cette force qui coupe les liens, cette force qui sépare, diabole, est aussi nécessaire. Nous y reviendrons. En résumé et en conclusion, la thérapie brève TBSI porte sur le remaniement identitaire à la frontière entre préconscient et conscient. La psychanalyse rêve éveillé permet que ce qui fait pression à la frontière entre inconscient et préconscient puisse se symboliser par le fantasme et le rêve éveillé, faisant ainsi passer de l'inconscient au préconscient grâce aux passes-frontières, images et émotions, de façon à ce que nous puissions progressivement découvrir ce qui se trame en nous, le comprendre, le désamorcer et intégrer ensuite des aspects très variés de notre humanité. Lorsque nous les intégrons, nous gagnons en énergie, car toute l'énergie que nous mettions à les contenir est désormais libre et utilisable pour d'autres projets. Nous gagnons en complexité, car beaucoup d'aspects en nous peuvent désormais être utilisés. Nous gagnons en sécurité, n'ayant plus peur de tout ce qui auparavant déclenchait des signaux d'alarme en nous. De ce fait, nous gagnons en liberté, en adaptabilité, en force et en sérénité. Bref, le travail sur ce qui ébranle nos frontières est vraiment riche de possibilités et, cerise sur le gâteau, nous pouvons aussi découvrir alors un autre aspect de notre inconscient, celui d'un lien profond avec la vie. Sur ces divers points évoqués dans cette vidéo, je vais détailler ultérieurement en déclinaison complémentaire, plus concrète, tous les éléments qui ont besoin d'être détaillés. Mais peut-être était-il utile d'avoir cette vision un peu globale. Du moins, je l'espère. À bientôt, chers amis intéressés par l'humain.